L'objectif, c'est de vous donner vraiment, comment dire, des pistes de réflexion sur justement ce lien déjà qu'il peut y avoir entre la consommation de tabac et le poids. Mais aussi, si vous voulez, je repartirai de bases simples, réalistes, fondées vraiment sur la science, pour dire, ben voilà, comment ça fonctionne, déjà le corps, le poids, et quel impact, comment agit la nicotine sur l'organisme, et voir comment l'un et l'autre sont liés. Pourquoi parle-t-on autant de prise de poids en lien avec le tabac? Bien, comme le disait Lucille, c'est vraiment la principale raison pour laquelle beaucoup de personnes repoussent justement ce moment d'arrêter, qui va se traduire souvent: j'ai envie d'arrêter de fumer, mais j'ai peur de grossir. On reviendra juste sur cette petite phrase, puisque là, qui questionne tout de suite. Est-ce qu'on fume pour grossir ou pour ne pas maigrir, ou bien pour apaiser sa peur? Quelle est cette émotion de peur qui arrive là quand on parle du tabac ou quand on en parle des conséquences? Voilà, donc je suis vraiment ravie de participer à ce sujet central par rapport à la prise de poids dans l'accompagnement du sevrage tabagique. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'ouvrir sur des réflexions, ou proposer certains outils pratiques, scientifiquement fondés, pour vous accompagner, mais j'espère sans renforcer justement cette peur ou cette émotion en lien avec les conséquences qu'on peut avoir en représentation qui vise l'arrêt au sevrage tabagique. Mais ça ne veut pas dire la minimiser non plus. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous apprendre à faire le bon choix en comprenant justement comment fonctionne le fait de manger, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et si je l'associe avec celui de fumer où je fais le lien, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, donc, dans la tête des gens, on va se retrouver sur un choix à faire. Hein. Donc, peut-être que certaines solutions vous permettront de faire comme Milou avec, son versus pensée ange, ou bien le petit Milou qui écoute aussi le contraire émis par l'aspect un peu plus diabolique. Le but de ce webinaire va être aussi de vous aider à reprendre la main. Bien souvent, quand on parle de tabac et quand on questionne des personnes, pourquoi tu fumes? Qu'est-ce que c'est? Ils disent: ah, mais c'est que c'était bien, c'est chouette. Là, quand je retrouve mes potes, mes copines, on se prend un petit café, une petite cigarette, et c'est bon, ça fait plaisir, ça me détend. Enfin, on peut citer comme ça, chacun a sa checklist, bien sûr, de raisons qui les poussent à consommer. Mais si on creuse un peu, souvent, on arrive un petit peu au revers de la cigarette. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation de liberté émotionnelle qui peut dégager du fait de fumer. Mais rapidement, certains vont évoquer le fait de se sentir quand même dépendant, voyez, d'un produit, d'une cigarette. Et donc là, on voit tout à fait l'ambivalence ou la discordance par rapport à la situation. J'aime la cigarette et la liberté qu'elle me donne avec mes amis, et émotionnellement, mais en même temps, je m'en sens dépendant. Et c'est, j'espère, ce que je vais essayer aussi, par des leviers, tels que la nutrition, parce que c'est vraiment ma spécialité, à vous aider à reprendre la main, votre main, sur justement vos décisions. Et pour cela, c'est important d'avoir certaines connaissances, de savoir anticiper, agir, et se poser la question aussi sur la motivation. Alors, pour cela, dans un premier temps, on reverra de façon très simple les mécanismes physiologiques, mais aussi un peu psychologiques et surtout environnementaux qui sont mis en jeu. Je vous parlerai de la nicotine, c'est quoi ce produit et qu'est-ce que ça fait sur le corps, et le poids, comment ça fonctionne. Hein? Est-ce que je mange pour maigrir? Est-ce que je mange pour grossir? Est-ce que je fume pour m'empêcher de maigrir? Voilà, on verra un petit peu s'il peut y avoir des émergences comme ça d'espèces de cercles vicieux. On verra peut-être qu'il y a des situations, des personnes qui vont être plus vulnérables ou plus sujettes, entre guillemets, à cette prise de poids.
et je vous proposerai certaines interventions ou des moyens, en tout cas, de pouvoir être en alignement justement avec votre choix ou votre envie, à travers la co-construction d'accompagnements qui peuvent être structurés, simples, réalistes et surtout personnalisés. Nous sommes tous différents. Et je compte sur vous pour les échanges que nous pourrons avoir ensuite en fin de présentation. Alors, je vais commencer par un petit sondage. Donc, la première question, selon vous, la prise de poids moyenne après un arrêt du tabac est de réponse A, 0 à 1 kg, réponse B, 2 à 4 kg, réponse C, 6 à 10 kg, réponse D, plus de 10 kg. Je vous laisse quelques moments de réflexion. Alors, la réponse était B, en tout cas dans les études, comme je vous le disais, Lucille le disait aussi, on a des chiffres et ça en fait partie. Après un sevrage tabagique, il y a une prise pondérale qui peut être et qui n'est absolument pas systématique. Ça, je vais vous insister, renforcer. J'espère qu'un des messages clés vraiment à retenir, c'est celle-ci. Et en moyenne, s'il y a une prise de poids, elle se situe entre 2 et 4 kilos. C'est les chiffres qui sont donnés et on verra comment. On continue un petit peu. Question 2. Selon vous, quel est le facteur principal justement de cette petite prise de poids quand elle a lieu, je précise, après un sevrage tabagique? Est-ce que c'est dû à une baisse du métabolisme que l'on définira ultérieurement? Est-ce que c'est dû à un changement de mon microbiote? Est-ce que c'est dû à un grignotage compensatoire? Est-ce que c'est dû au substitut nicotinique que mon médecin m'a prescrit? Vous pouvez répondre à il y a plusieurs réponses possibles. Je vous laisse quelques temps. Effectivement, c'est les deux réponses. Et pour la deuxième, pour le B, écoutez, on sait aussi l'impact de notre microbiote, c'est-à-dire vraiment la surface d'échange et toutes les bactéries que nous avons au niveau intestinal. En tout cas, on a une surface d'échange qui représente la surface d'un terrain de tennis. Voilà, et on sait que le fait de… Alors, voilà, pour vous donner une idée du microbiote, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est important quand même, et des études commencent à arriver dans ce sens par rapport au tabac. Ce qui va être, vous allez comprendre. Donc, le microbiote, c'est vraiment toute notre flore bactérienne qui se tourne. On a 2 kilos dans l'organisme, donc c'est hyper important de vivre en harmonie avec elle. Quand tout est bien équilibré, ça rentre dans la santé de chacun. La surface d'échange entre ce que nous mangeons, respirons, inhalons, si vous voulez, et notre milieu intérieur, et notre milieu sanguin, peut être représentée par un terrain de tennis. Imaginez Wimbledon, d'accord, avec une belle pelouse parfaite. Le fait de fumer, d'être stressé, et des fois on voit que la cigarette calme le stress, donc voilà, va altérer énormément notre belle pelouse et donc va peut-être faire absorber certains nutriments qui ne devraient pas l'être, d'autres, elle va oublier aussi de fabriquer d'autres produits qui sont indispensables pour notre santé. Et donc, si vous voulez, il pourrait y avoir quand même un lien sur la régulation du poids dans notre organisme à travers cela. Mais sinon, vous avez entièrement raison. C'est dû, effectivement, il y a une petite prise pondérale quand elle a lieu qui est en lien avec une minime, on va y revenir, baisse de ce qu'on appelle notre métabolisme de base. Donc, on va y revenir un peu plus loin. Et après, si la majorité de vous a bien répondu, c'est des grignotages compensatoires. Alors ça, vous voyez, c'est vraiment, on va le développer aussi, ça va être très individuel et tout va dépendre de la relation qu'on a développée avec sa cigarette. Quelle place elle a? Et au sevrage, quelle place j'ai donnée au grignotage, pourquoi j'ai choisi le grignotage, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que vraiment ça compense uniquement ce nouveau manque ou ce nouveau contexte? Donc, tout à fait. On verra au contraire que tout ce qui va être substitut nicotinique, dans la mesure où, si vous voulez, nicotinique va donc compenser le manque en nicotine de l'organisme, puisque la nicotine, c'est vraiment le produit du tabac qui va déterminer la dépendance au produit. Et d'ailleurs,
à titre indicatif, la nicotine est un des produits les plus dépendants, hein, qui provoque le plus de dépendance physique par rapport aux consommations et chez l'être humain. Donc, le substitut nicotinique pourra peut-être, lui, si vous voulez, au contraire, stabiliser, en tout cas, et le métabolisme et le craving qu'on peut mettre en place juste après le sevrage, puisqu'il remplacera donc l'apport par la cigarette. Je continue. Vrai ou faux? Ben voilà. Est-ce que les substituts nicotiniques augmentent la prise de poids? 6 réponses faux. Bon, ben, c'est tout à fait ça, hein, comme on le disait. Comme ça apporte voilà, ça permet de combler, enfin de faire le lien avec la nicotine qui n'est plus apportée par le tabac. Ça va maintenir un certain équilibre entre les échanges, hein, et les métabolismes. Tout à fait. Il ne faut pas en avoir peur. Et il faut par contre qu'il soit bien ajusté dans la prescription. On continue? Voilà, j'ai encore 2 petites questions et on passe à la suite. Voilà, selon vous, on parlait d'un profil le plus à risque par rapport à cette prise pondérale en lien avec le sevrage tabagique. À votre avis, est-ce que c'est une personne âgée? Alors, selon nos critères, en tout cas, nous, quand on définit, c'est plus de 75 ans. Le jeune sportif ou une femme moins de 50 ans qui a déjà fait un petit peu des yo-yo, hein, dont on parle, ou est-ce que c'est le fumeur ou la fumeuse occasionnelle? Je dis femme moins de 50 ans, mais on peut rajouter bien sûr homme. Alors, il y a les réponses qui arrivent. Alors, il y a beaucoup de C. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Les 5 premières personnes ont répondu C. Une personne propose C et D. Ok. Voilà, ben en fait, la réponse, c'est vraiment cette tranche d'âge et vous voyez déjà ces antécédents. Enfin, voilà, déjà quand on a déjà des antécédents de variation pondérale, voilà, ça peut être un des indicateurs, hein, pour justement travailler sur le sujet. Alors, vous voyez, l'activité physique, on va en parler parce qu'elle est indissociable, si vous voulez, et on va bien la définir, va nous aider, au contraire, va être un levier important et selon moi primordial, justement pour rééquilibrer tous nos métabolismes. Alors, quand on parle de personnes âgées, il faut savoir que les besoins en énergie sont exactement les mêmes, hein, que les adultes. Simplement il y a une modification de tissu, hein, si on n'a pas pratiqué, on n'est pas resté en mouvement. Et donc, ça peut aussi impacter les prises pondérales. Le fumeur occasionnel, ben voilà, tout va dépendre à quel niveau et comment il se définit comme occasionnel. Voilà, mais en tout cas, c'est souvent donc le profil C qui va être le plus vulnérable par rapport à la prise de poids, mais j'allais dire plutôt par rapport à la prévention, hein, puisqu'on prévient vraiment cette petite prise pondérale. Question 5. Quels aliments limitent les pulsions sucrées quand elles viennent? Puisqu'on verra que dans les études, les études nous montrent bien qu'il peut y avoir donc des pulsions sucrées, hein, après le sevrage tabagique. Soit A, des sucres rapides, le gras, B, petit c, c'est les fibres. Alors, les protéines, ça va être tout l'ensemble des viandes, des poissons, voilà, qui apportent donc ce qu'on appelle des protéines, ou les boissons light. Quels sont les aliments qui vont limiter les pulsions sucrées en sucre rapide, le gras, fibres et protéines, boissons light? Alors, il y a déjà 5 personnes qui proposent la réponse C, donc les fibres et protéines. Voilà, je vous remercie. Alors oui, ça en fait partie, mais on le définira un peu plus loin parce qu'un élément va être essentiel aussi, c'est quand même l'adjonction du gras et du bon gras. Et on verra pourquoi, parce que déjà notre palais, il aime ça, il a besoin d'une certaine palatabilité, on dit, au niveau des aliments. Et ça, fibres et protéines, je pense que ce ne sera pas suffisant. Et en tout cas, si vous voulez, toutes les pulsions sucrées, on verra comment elles sont physiologiques et comment on peut justement les traiter. Voilà. Par contre, tout ce qui va être boisson light, ça c'est vraiment un leurre, un gros leurre, hein, une fausse direction justement, hein, puisqu'on a toujours ce petit goût sucré
qui intervient et le goût sucré va appeler encore le goût sucré, d'autant plus que si on n'apporte pas le bon nutriment, mais on aura toujours cette sensation de ne pas avoir amené, pas avoir satisfait, si vous voulez, ce besoin impérieux. Et ensuite, je vous rappelle que toutes ces boissons light sont vraiment encore des boissons ultra transformées qui, elles, par contre, sont vraiment à l'origine de prise de poids et même de survenue de diabète dans les plus jeunes âges, et on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, ça c'était juste un petit sondage en guise d'introduction. On a déjà apporté quand même quelques petites pistes de réflexion. Voilà, donc là maintenant, je poursuis un petit peu avec quelques apports physiologiques, psychologiques et environnementaux qui sont dus à comment ça marche en fait. Donc, pourquoi dans le sevrage tabagique on parle du poids? Donc, on l'a vu, les études montrent bien 2 éléments clés, une prise de poids modérée qui est fréquente, mais qui n'est absolument pas automatique et obligatoire, qui se situe entre 2 et 4 kilos. Voilà. Le tabac n'est pas un régulateur de poids, sinon ça se saurait. Le tabac, c'est un agent pharmacologique qui va effectivement quand même induire des modifications de ce qu'on appelle le métabolisme et donc de notre appétit et de notre comportement. Donc, bien comprendre ces étapes va nous permettre vraiment en tout cas, de mieux les prévenir et puis de mieux reprendre la main dessus. Alors, la nicotine, effectivement, ça a des effets sur ce qu'on appelle le métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? Eh bien, on a tous un métabolisme de base individuel qui correspond au maintien en vie de l'organisme, mais maintien en vie en assurant toutes les fonctions vitales et fonctionnelles, en tout cas, de notre corps, qu'elles soient au niveau physique, au niveau des pensées, au niveau des émotions, etc. Et le métabolisme, si vous voulez, de base, donc on peut le calculer, donc il correspond vraiment à l'énergie minimale dont le corps a besoin pour le simple maintien en vie, c'est-à-dire que pour notre cœur batte, voilà, que nous puissions digérer, respirer, bien sûr, bouger, etc. Et effectivement, la nicotine augmente légèrement, vous voyez, c'est à 10% de la dépense globale de chacun, sachant que les métabolismes de base varient avec notre composition corporelle, avec le sexe, c'est-à-dire qu'à poids égal, âge égal, l'homme qui a plus, normalement, de masse musculaire que la femme, a un métabolisme de base un tout petit peu plus élevé que la femme. De même, la température extérieure, donc là où on vit, si on vit dans un environnement très froid ou très chaud, va aussi augmenter notre métabolisme de base, c'est-à-dire nos dépenses énergétiques, sans là on ne parle pas de manger ou de bouger, mais uniquement ça. Donc il y a vraiment, si vous voulez, voilà, ma composition corporelle, donc être un homme ou une femme, le climat dans lequel on vit. Et sachez que de plus en plus, nous avons des adaptations, donc pour ne pas avoir des grandes variations de température, donc ça ne marche pas beaucoup. Et ensuite, on a aussi des dépenses énergétiques qui sont en lien par rapport à notre métabolisme de base avec tout ce qui est digestion des aliments. En fonction du nutriment qu'on digère, on va dépenser plus ou moins d'énergie au niveau de notre métabolisme de base. Et ensuite, on va pouvoir agir sur ce métabolisme de base en le faisant bouger. Plus on bougera, bien évidemment, et plus on va avoir des besoins en énergie. Parallèlement à ça, il y a des périodes physiologiques de la vie où notre métabolisme de base augmente, puisque c'est partie de notre évolution en tout cas. Il s'agit bien sûr de la croissance, parce que vous avez vu, proportionnellement, par exemple, un bébé, voilà, dans la première année, il triple sa taille et il double son poids, et donc ce qui va demander énormément d'énergie. Parallèlement, pendant la période de l'adolescence, combien de fois j'ai entendu dire ou j'ai pu observer, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il mange et il est maigre comme un coucou, voilà, par exemple. Et c'est vraiment on a des périodes comme ça, physiologiques, c'est-à-dire tout à fait normales, qui correspondent vraiment à des besoins supérieurs et donc à un métabolisme de base augmenté.
Donc, par rapport à la nicotine, elle augmente un petit peu, mais ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec les augmentations que je vous ai décrites, physiologiques ou en lien avec la thermogénèse. La nicotine aussi peut, ce qu'on appelle, stimuler le système nerveux sympathique. Alors, qu'est-ce que c'est? En effet, vous savez, de muscles, voilà, de gras, d'eau, beaucoup, mais également d'un système nerveux qui va réguler tout ça. Et on en a un qu'on appelle le sympathique qui va agir, si vous voulez, plutôt voilà, qui va augmenter les dépenses, et bien, le parasympathique va peut-être être beaucoup plus apaisant, relaxant, etc. Et voilà, la nicotine a une action de stimulation par rapport à ce système-là. Donc, si vous voulez, ça augmente un petit peu, là aussi, notre métabolisme de base. Mais ça reste vraiment très léger. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça. Et à l'arrêt de la consommation de cigarettes, de tabac, donc ces petits effets que je vous ai décrits sur le métabolisme, le système sympathique disparaissent. Et donc, notre métabolisme de base va revenir à son niveau normal, celui qu'on aurait eu si on n'avait jamais fumé. Et alors, en chiffres, et pour vous le traduire, ça correspond à peu près à 150 à 200 kilocalories par jour. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? En fait, on a besoin à peu près de 2000 kilocalories par jour. Vous voyez que c'est vraiment 10%. Alors, concrètement, à quoi ça correspond? Puisque là, on peut raisonner à ce moment-là. On peut effectuer ce que j'appelle un raisonnement complètement réductionniste, c'est-à-dire raisonner qu'à travers les calories. Mais peut-être avez-vous déjà fait l'expérience et vous êtes-vous rendu compte que ça ne marchait pas. Si vous avez déjà envisagé de perdre du poids et de vous dire, ou d'aller consulter ou de vouloir calculer en disant, ben en fait, si je mange que 1200 kilocalories par jour, je vais perdre du poids, ce qui est probablement vrai. Sauf que si vous vous dites, ah ben je vais faire mes calculs, moi j'adore le chocolat, donc je vais me calculer un repas qui m'apportera quantitativement 1200 calories, mais qui sera composé que de chocolat. C'est tout à fait possible. Ça correspondra, si vous voulez, à peu près à 2 tablettes de 200 grammes plus la moitié d'une. Mangez ça dans la journée, vous avez 1200 calories. Si on suit ce raisonnement, on se met en manque d'énergie et donc on perdrait du poids. Ben non, ça ne marche absolument pas. C'est la qualité aussi des kilocalories, par quoi elles sont apportées, ces calories, qui va intervenir. Et donc, ces 1200 calories, si je veux perdre du poids, apportées par d'autres aliments, tels que et alimentation variée, va me permettre peut-être d'avoir un impact sur cette perte pondérale. Donc, si je me replace par rapport à ma consommation de cigarettes et l'impact que ça a sur mon métabolisme, si je me dis que je perds 150 kilocalories par jour parce que je fume mes cigarettes, eh bien, il faut que je vous précise autre chose, c'est que pour prendre 1 kilo, il faut qu'on ait au moins apporté au corps plus de 9000 calories en plus de nos besoins pour fabriquer 1 kilo de graisse. Donc, si je veux avoir 1 kilo de plus, eh bien, et en reportant vous voyez, je vous avais dit que c'était à peu près 150 kg à 150 à 200 kilocalories par jour. Eh bien, le calcul de 9000 divisé par 150 m'amènerait à une prise de poids qui serait au sevrage tabagique de 500 grammes par mois, mais sans changer mes habitudes alimentaires. Ce qui est tout à fait modifiable et simplement. Si je continue dans ces raisonnements réductionnistes, eh bien, en partant du principe que de fumer 10 cigarettes par jour, je dépense 100 calories, 100 calories, on peut le voir aussi versus activité physique. Et ça correspond à 10 minutes de footing ou à 30 minutes de ménage à la maison, ou simplement 23 minutes ou 20 minutes de marche, par exemple. En suivant ce même et ça correspond, j'ai oublié de le noter, 100 calories, ça peut être apporté par une pomme et demie, une grosse pomme, par exemple, voyez, ou un yaourt nature et une demi-compote. Voilà ce que ça représente.
J'avais donné l'exemple avec 15 cigarettes par jour aussi, qui correspond à, ça me fait dépenser 150 calories. Ben c'est comme si vous mangez une danette. Une danette, c'est 149 kilocalories, à peu près. Et c'est comme aussi, ben, si vous faisiez 15 minutes de footing, eh bien, vous remplaceriez, voilà, vous dépenseriez ces 150 kilocalories. Alors, j'ai volontairement, si vous voulez, été jusqu'au bout de ce raisonnement qu'on appelle réductionniste et qui ne fonctionne absolument pas, pour vous montrer que ça, ce n'est pas la bonne voie du tout pour essayer de mettre en place quelque chose par rapport à la perte ou la prise de poids. On ne fonctionne pas comme des algorithmes mathématiques. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte par rapport au poids. Et d'ailleurs, si on continue avec les chiffres, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, il y a quand même des chiffres qui vont être quand même assez, qui vont nous montrer le revers de tout ce qu'on vient de dire. C'est que ces 20 minutes, vous voyez, 23 minutes là par exemple de marche qui correspondent à une dépense de 100 calories, mais ça aussi, c'est 20 minutes après la dernière cigarette, vous avez déjà une tension artérielle et des pulsations du cœur qui se stabilisent. Après 8 heures après votre dernière cigarette fumée, votre taux de monoxyde de carbone, le CO, c'est ce qu'on va mesurer, qu'on peut mesurer, vous savez, avec les appareils, avec certains appareils, pour avoir une idée de la quantité que vous avez dans le corps, dans les poumons, pardon, pour savoir l'impact que ça peut avoir. Eh bien, après 8 heures après votre dernière cigarette, l'oxygénation de vos cellules devient normale. Un jour après, le risque de syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire de crise cardiaque, a diminué et le corps ne contient déjà plus de nicotine. C'est parce que c'est vraiment le produit de la dépendance. 2 jours après, votre dernière cigarette, il y a quand même le goût et l'odorat qui s'améliorent. Alors c'est vrai que là, vous voyez, quand on parle du goût et de l'odorat, ça peut inciter justement à utiliser ces sens ou les redécouvrir. C'est-à-dire que il est clair que le fumeur a tous ses sens un peu inhibés ou mal utilisés. Et là, on peut redécouvrir des goûts, voyez, et donc peut-être trouver des goûts que l'on aime et donc en manger un peu plus. Donc on verra qu'il n'y a pas que la qualité, mais la quantité intervient aussi. En tout cas, si on continue comme ça par rapport à ces comparaisons de chiffres, 2 semaines à 3 mois après l'arrêt de la dernière cigarette, tout fatigue diminue. On récupère du souffle et on marche aussi beaucoup plus facilement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est la notion de fatigue. Elle est insuffisamment décrite, selon moi. En fumant, ce que j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas que le métabolisme qui a augmenté, si vous voulez, et donc il n'y a pas que vos dépenses d'énergie qui sont qu'on peut trouver, qui sont impactées, pardon. Il y a aussi le fait de fumer crée des besoins supérieure, notamment en vitamines et surtout en vitamine C, qui est une vitamine antioxydante qui permet de lutter aussi contre les infections, qui permet aussi de favoriser l'absorption d'autres certains nutriments. Et tout ça, ça va être important aussi de le considérer par rapport à son alimentation. Parce qu'après, on va pouvoir retrouver de nombreux cercles vicieux. C'est-à-dire, je fume, j'ai une fatigue qui est comment dire, un petit peu habituelle, donc et progressivement, au fil des mois, des années, on a quand même une carence en certains minéraux, vitamines. Et ça, c'est vrai que quand on dit que la fatigue diminue, après 2 semaines à 3 mois de la dernière cigarette, on sent que, voilà, au niveau du métabolisme, on a tous ces minéraux, vitamines qui reprennent leur fonction. Voilà. Et 1 an après vraiment la dernière cigarette, on pourrait continuer comme ça, pardon. Voilà, il y a même le risque donc d'infarctus qui diminue de moitié, et d'accidents vasculaires cérébraux. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autres chiffres qui vont aussi, qui sont intéressants dans cette notion de sevrage. Voilà, on continue avec la nicotine. Alors, on dit qu'elle peut avoir effectivement un effet coupe-faim
puisqu'elle peut agir sur les signaux de la faim et de la satiété. Effectivement, la nicotine va agir au niveau du cerveau avec cette sensation, vous savez, de plaisir et de récompense. Et donc, elle pourra remplacer la fonction que l'alimentation peut aussi avoir de ça me fait du bien, ça me fait plaisir, donc je vais rechercher un carré de chocolat ou un petit biscuit ou autre chose qui pour m'amener exactement, si vous voulez, les mêmes sensations de bien-être et voire de récompense par rapport à la consommation. Alors, est-ce qu'elle réduit l'appétit? C'est sûr que si, par exemple, à la fin du repas, au lieu de manger un dessert, on va fumer sa cigarette parce que ça remplace le repas, effectivement, on pourra dire qu'elle réduit l'appétit. Si elle a cette fonction aussi de plaisir et de récompense, comme l'alimentation chez certains, parce que ce n'est pas non plus universel, là aussi, là oui, donc il y aura un impact par rapport à la notion d'appétit. Et est-ce que c'est elle qui augmente l'appétit dès qu'on a arrêté de fumer? Comme je vous le disais, il y a beaucoup de facteurs, c'est plurifactoriel, puisque le fait déjà de retrouver du goût, de la saveur, d'être moins fatigué, voilà, comment dire, on va vers des comportements différents. Et oui, peut-être qu'on mange plus, mais ce n'est pas forcément un coupe-faim. Ça se saurait, sinon, messieurs, dames. Voilà. Et donc, vous voyez, quand j'écris ça, je suis convaincue, il faut vraiment qu'on aille se questionner sur quelle relation j'ai avec la cigarette, qu'est-ce que je vais rechercher, à quoi elle me sert. Et toutes les cigarettes de la journée n'ont pas la même fonction. Celle du lever, celle de 10 heures, etc. Et voilà, un accompagnement bien mené, en fait, vers le sevrage ou en fait, vers l'envie d'avoir envie de fumer, eh bien, c'est toutes ces questions-là qu'on va devoir étudier. Alors, un élément important, c'est que la nicotine a un impact sur la gestion du sucre. Et quand je parle de sucre, je parle vraiment du sucre rapide, du saccharose, le saccharose, le sucre blanc, que l'on trouve déjà avec lequel on va sucrer donc, certains desserts, peut-être certaines boissons. Je parle du café, du thé, des infusions, etc. Mais aussi, donc, on le trouve dans les préparations. Et puis, n'en parlons pas dans tous les aliments ultra transformés. Ça, je vous ferai une petite parenthèse tout à l'heure. Et le tabac, effectivement, modifie la régulation de la glycémie. C'est pour ça que d'ailleurs, avec l'AFD, nous allons organiser des ateliers. Il y en a un lundi prochain qui s'adresse aux personnes qui ont un diabète de type 2 et qui sont fumeurs, puisque, si vous voulez, ça modifie la réception du glucose à nos cellules et surtout ça agit sur l'insuline, l'insuline étant notre seule hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Eh bien la nicotine agit donc sur la réponse à l'insuline, créant ou favorisant ou renforçant ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Et voilà, et donc c'est pour ça que quand on arrête, on peut ressentir des envies de sucre. Mais là, ça se travaille aussi, ça se prévient. Et c'est tout à fait, gérable. Et voilà, il y a à intégrer aussi au quotidien. On continue un petit peu avec aussi, toujours avec cette relation, pourquoi la nicotine influence le poids. Eh bien, c'est aussi, comme on l'a un petit peu évoqué précédemment, quelle place, en fait, a cette nicotine apportée par la cigarette? Est-ce que, comme on le disait, est-ce que la cigarette ponctue mes prises alimentaires, ma journée, ma routine, voyez? Et que parfois, elle peut prendre la place d'un repas, c'est-à-dire que dans l'après-midi, on fait une pause de thé, une pause de cigarette, et si le thé, j'accompagne avec un apport alimentaire, eh bien là, évidemment, il va y avoir un effet un peu compensatoire. Et donc, effectivement, on peut commencer par un carré de chocolat, puis un mois après, on en est déjà à une rangée, et puis ça peut augmenter, par exemple, puisque on sait aussi, comme on le voit souvent avec le tabac ou avec tous les produits, c'est qu'on a besoin d'un peu plus.
et puis la dose ne suffit plus, puis on augmente progressivement. Voilà. Et donc là, il va être important de repérer, d'identifier si la prise alimentaire prend ce rôle-là. Voilà, donc important d'observer ou de s'observer quelle place a ma cigarette. Est-ce que ça occupe ma main? Est-ce que ça occupe, est-ce que ça, comment dire, ça conditionne aussi des contextes, des réunions, des détentes, etc. Alors, ce qu'on avait, ce qui a émergé, pardon, du petit sondage de l'entrée, effectivement. Donc, en moyenne, les études montrent qu'il y a une prise pondérale de 2 à 4 kilos dans les mois qui suivent l'arrêt. Mais les études montrent aussi, si vous voulez, que c'est ces 2 à 4 petits kilos qui sont un véritable frein à l'engagement qu'on a dans le choix d'arrêter de fumer. De même, c'est cette peur de prendre du poids qui va comment dire, favoriser la reprise tabagique même après un arrêt. Alors que qu'est-ce qui se passe souvent, en tout cas dans la vraie vie, c'est que surtout si les personnes ont fait des prises, des pertes de poids, s'il y a des antécédents de régime, par exemple, hein, de perte ou d'alternance de perte et prise de poids, avec ou sans la cigarette, en tout cas, c'est que souvent on arrête. Alors effectivement, on prend 4 kilos, peut-être un peu plus, puis on se dit oh, zut, ça m'a fait grossir, je reprends la cigarette. Mais on ne va pas les reperdre parce qu'on refume. Ça va nous empêcher encore de prendre un peu plus. C'est-à-dire qu'on va fumer avec des petits kilos de plus. Et si on reproduit plusieurs fois ce type de comportement, eh bien, on peut comme ça montrer très rapidement ce qui va d'autant plus renforcer les risques du tabac sur la survenue des maladies chroniques et des maladies notamment cardiovasculaires, le diabète, tout ce qui est syndrome métabolique. Alors, pourquoi ces variations? Puisqu'on a vu que ce n'était pas obligatoire non plus de prendre du poids après un sevrage tabagique. Eh bien, comme on le disait, c'est qu'on a vraiment des différences individuelles déjà dans le métabolisme. Est-ce que je bouge pas? Est-ce que je suis une femme? Quel âge j'ai? À quelle période physiologique de ma vie je suis? Etc. Ce qui va influencer énormément, ça va être le mode de vie. On ne peut pas réduire, si vous voulez, la perte ou la prise de poids à juste des habitudes alimentaires ou juste l'activité physique. Non, on va voir que c'est un tout. On va regarder aussi énormément, donc dans le mode de vie, eh bien, la façon qu'on a de vivre, de penser, d'alterner aussi nos moments où on bouge, où on dort, où on mange, etc. Nos émotions aussi, quelle place ont-elles? Est-ce que je suis quelqu'un de très stressé? Est-ce que je sens que quand je suis hyper stressée, j'ai besoin d'aller m'apaiser avec une cigarette? Mais quand je suis super contente aussi? Voilà, tout ça sera vraiment à identifier quelle fonction, quel rôle a cette cigarette. Et surtout, et encore, la motivation. Vous voyez, quand on donnait l'exemple tout à l'heure de la personne qui disait « Ah, j'aimerais bien arrêter de grossir, mais… de maigrir, de fumer, décidément, pardon, c'est… Voilà, si Freud était là, il me rappellerait à l'ordre. Voilà, donc si je reprends l'exemple, j'aimerais arrêter de fumer, mais j'ai peur de grossir. Et souvent, si vous voulez, dans l'interrogatoire, on s'aperçoit que les personnes ont peur… On fume quand elles ont des fortes émotions. Donc, j'aimerais arrêter de fumer, j'ai peur de grossir, mais pour calmer ma peur, hop, je vais fumer. Et on va rentrer comme ça dans un espèce de renforcement, alors qui va être négatif parce qu'on enlève la peur ou l'anxiété, par exemple, ou la mauvaise image, au niveau de pensée quand on se projette, mais aussi ça va renforcer le comportement de la prise de la cigarette pour apaiser ma peur. Parallèlement à ça, ce qui est important dans le mode de vie, c'est aussi son environnement.
l'environnement social, l'environnement même de l'air, voilà, naturel, qui vont avoir un rôle très important, très impactant, donc dans le fait de pouvoir perdre du poids, même après un sevrage ou non. Et on va regarder tout ça. Alors, pour cela, on peut utiliser en pratique des tests. Personnellement, j'en fais passer aussi. Donc, des tests, alors vous connaissez certainement, je n'ai pas réussi à le mettre avant de me connecter, le test de Fagerström qui identifie, qui est une valeur qui est validée, donc qui identifie donc la dépendance donc, au produit. Maintenant, on n'a même que 2 questions, si vous voulez, qui permettent de l'utiliser. Il y a celui de Horn, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est très intéressant, puisqu'il va évaluer, si vous voulez, les situations, le pourquoi, qui va nous aider justement dans cette identification, parce que des fois, ce n'est pas évident, puis les cigarettes peuvent avoir plusieurs fonctions. Est-ce que je fume parce que pour me stimuler, pour me concentrer? Est-ce que c'est vraiment parce que j'adore quand je tiens une cigarette, je me sens vachement plus à l'aise, etc. Est-ce que fumer, ça me relaxe, ça me détend? Est-ce que mais c'est un besoin irrépressible parce que quand je commence à y penser, je pense qu'à ça. Et puis, je ne peux rien faire d'autre tant que je n'ai pas eu ma dose. Ou bien, tout simplement, c'est une habitude qui est acquise, intégrée, et je ne me suis même pas aperçue que j'avais fumé une cigarette. Voilà. Donc ça, c'est un petit test qui permet de voir à quel niveau on peut se situer et surtout, comment on va pouvoir accompagner la personne. Un autre test, là, qui est plus sur la motivation, alors je suis désolée, c'est écrit en petit, c'est par exemple, pensez-vous que dans les 6 mois, vous fumerez toujours 0, 2, 4, 8, enfin voilà, il y a des chiffres. Est-ce que vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes? Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes ou vous aurez arrêté de fumer? Deuxième question, avez-vous actuellement envie d'arrêter de fumer? Pas du tout, un peu, beaucoup, énormément. Pensez-vous que dans 4 semaines, vous fumerez toujours? Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes? Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes? Vous aurez arrêté de fumer? Et enfin, vous arrive-t-il de ne pas être contente ou content de fumer? Jamais, quelquefois, souvent, très souvent. Voilà, un autre test qui va permettre à l'accompagnant ou à soi-même, si vous voulez un peu vous auto-évaluer, de savoir un petit peu où on en est par rapport à sa représentation et sa relation dans le passé de la cigarette. Et puis aussi, ce que j'utilise personnellement très souvent, c'est notre fameuse… Alors, il manque la première case, là, qui est le stade de la pré-contemplation. C'est, j'essaie de voir avec les personnes aussi à quel niveau de motivation on en est, en fait. Et ça, j'utilise pour cela le modèle de Prochaska et Di Clemente. Ce sont 2 psychiatres donc, qui ont créé ce modèle dans les années 80 et qui permettent qui a été mis en place ce modèle pour d'abord dans le domaine du sevrage alcoolique, mais qui est vraiment étendu à tous les changements. Et donc voilà, est-ce que je suis dans une attitude où je sais, je dois, ou bien je peux, je veux, ou bien déjà vous avez initié un changement. Ça y est, j'ai pris rendez-vous avec l'addictologue, j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui va me prescrire des patchs, j'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste, etc. Voilà, et donc on peut voir aussi où on en est par rapport justement à son envie d'arrêter. Alors, la bonne nouvelle, on y arrive quand même, c'est que quand même, cette prise pondérale, si vous voulez, quand on en a conscience, de toute façon, elle va se stabiliser. Et ce que je voulais vraiment insister, j'ai oublié de le dire quand même un peu au départ, c'est qu'en fait, quand on parle de prise de poids, c'est en fait, l'organisme spontanément va se diriger vers le poids que vous auriez fait si vous n'aviez pas fumé, en fait. C'est votre poids. Alors de forme, ça c'est discutable, ça sera à vous de définir, mais en tout cas, c'est le poids que vous feriez si vous n'aviez pas commencé de fumer. Voilà, donc on reste quand même dans des valeurs physiologiques. C'est votre poids physiologique parce qu'on a vu que comme il y avait un impact sur le métabolisme, sur le fonctionnement de notre organisme, eh bien, tout va redevenir, entre guillemets, à la normale. Voilà. Voilà, et c'est l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait avoir, c'est modifiable et on peut par contre agir dessus, mais pas de façon passive.
Hein, on n'est pas, c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une société où on est au click and collect. Hein, c'est ah, j'ai envie de ça, tiens, je commande. Malheureusement, si vous commandez le repas dont vous avez envie tout de suite, ben, il y a quand même le fait d'aller chercher des repas, de pousser le caddie ou pas. Enfin, voilà, en fait, il y a toute cette activité physique qui disparaît aussi. Donc, ça on va en tenir compte aussi dans justement la mise en place. C'est vrai que là, il faut voilà, participer, si vous voulez, à tous ces changements. Alors, comment faire pour limiter, éviter la prise de poids? Eh bien évidemment, on a un levier qui est essentiel et fondamental, qui est la nutrition. Alors, la nutrition, je vais revenir dessus. Ce n'est pas le régime avec ça, j'ai le droit, ça, j'ai pas le droit. À partir de demain, j'arrête de fumer, je me mets au régime, etc. Bon, déjà, ça donne absolument pas envie. Mais par contre, donc, on va parler de quelque chose qui est d'un binôme qui est indissociable. La nutrition, c'est vraiment les deux piliers. Ça comprend l'alimentation, ce que je mange, que je choisis de manger, d'accord, et l'activité physique, comment je bouge. Nous sommes en mouvement constant, c'est-à-dire que même si j'ai besoin de protéines, c'est parce que mon corps, mes cellules s'usent et doivent être constamment renouvelées. Donc, la nutrition qui vraiment comprend l'alimentation, ce que je choisis de donner à mon organisme, et l'activité physique, la façon dont je vais bouger, c'est vraiment, si vous voulez, ce qui va développer et maintenir déjà notre santé, mais qui va pouvoir, comment dire, agir aussi sur notre consommation de cigarettes. Et donc, déjà, de faire le bon choix quantitatif et qualitatif avec l'alimentation. Et il y a la quantité et la qualité, mais il y a aussi la notion de plaisir et aussi de vos habitudes alimentaires, de vos habitudes de vie, de vos habitudes culturelles, de vos habitudes tout court, dans la mesure, bien évidemment, où elles ne vont pas renforcer une mauvaise santé ou des mauvaises, enfin, en tout cas, elles n'ont pas de conséquences délétères. Voilà. Et savoir que même si on ne change pas son rythme alimentaire, bon, voilà, je changerais quand même s'il y avait manqué des choses dans l'alimentation, eh bien, le fait de bouger en même temps va faire que le corps va utiliser différemment ce que vous mangez aussi. De même, le fait de bouger est un régulateur de la prise alimentaire dont on va parler tout après. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, tiens, à partir de demain, je vais faire ça. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qui influence aussi notre prise alimentaire, hein, et qui va déterminer le choix alimentaire que nous allons faire. Et c'est là où la nutrition va être un véritable levier, si vous voulez, pour accompagner votre envie de sevrage et va éviter ce risque de petite prise de poids. Voilà, donc trouver un bon équilibre entre les deux, puisque de toute façon, manger et bouger, ça fait partie, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, puisque de toute façon, même une fois qu'on mange, si vous voulez, tout notre organisme est en mouvement, ne serait-ce que pour digérer. Voilà. Donc, on mange des aliments, comme on l'a dit, hein, on va voir lesquels il faut privilégier. Et donc là, au niveau de notre microbiote intestinal, parce qu'on verra qu'il y a des microbiotes un peu partout dans l'organisme aussi, là, au niveau de cette pelouse de Wimbledon, par exemple, eh bien, il va y avoir plein de réactions, tout au long du digestif, il y a plein de réactions chimiques, physiques, etc., qui vont nous permettre des aliments de faire ce qu'on appelle les nutriments. Et donc, les gros nutriments, ce sont les protéines, qui sont nos petites briques de l'organisme. Les lipides, c'est le gras. Et là, j'insisterai beaucoup aujourd'hui sur le bon gras, hein, surtout dans le sevrage tabagique, c'est important de huiler un petit peu toutes nos articulations et notre corps, d'accord, pour qu'il soit beaucoup plus fluide. Soyons plus fluides, hein, voilà, plus flexibles, on va dire. Les glucides, alors les glucides, il y en a qui sont dits complexes, qui correspondent, vous voyez, aux pâtes, au riz, voilà, qui sont un peu plus longs à digérer. Et par contre, les sucres simples, les glucides simples, qui eux vont, si vous voulez, quand même être générateurs ou de prise de poids ou d'envie de sucrer, qui vont entretenir nos envies sucrées. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est minéraux, vitamines, l'eau
et les fibres dont on a parlé au tout début aussi. Donc, quand on arrête de fumer, enfin, en tout cas, le fumeur a des besoins accrus vraiment en vitamines, et notamment du groupe C, certains minéraux aussi. Et on s'aperçoit que peut-être il peut y avoir certaines carences aussi, voilà, qui entretiennent la fatigue et qui peut être comblée par le fait, illusoirement, par le fait de dire bah, je fume une cigarette, ça me stimule, ça me renforce, etc. Voilà, mais comme on l'a dit, si je mange trop, bien sûr, ou mal, eh bien, il va y avoir un impact, le corps va stocker. Et on peut avoir un gros surpoids tout en étant complètement dénutri. Hein. C'est-à-dire que si on mange mal, si on assemble mal aussi son assiette, eh bien, voilà, on n'aura pas les effets que doivent avoir voilà, une alimentation, une activité adéquate. Alors, juste une petite parenthèse quand on parle d'activité physique. C'est pas, il faut aller courir, comme les exemples que je vous ai donnés, ou aller faire de la natation, ou ceci ou cela. Non, c'est simplement bouger. C'est important de bouger. Et puis, vous voyez que déjà, on a des mouvements qui sont involontaires, hein, le cœur qui bat, comme je vous disais, la digestion, tout ce qui se passe dans notre organisme, nos muscles qui ne sont pas sur le contrôle de la volonté sont en perpétuel mouvement. Et nous, par contre, on a la capacité de booster ceux qui sont les mouvements volontaires. Et pour cela, on a plusieurs domaines dans lesquels on peut stimuler notre activité physique, notamment tout le domaine domestique, toutes les tâches domestiques, balayer, passer à l'aspirateur, etc., enfin, tout ce qu'on fait dans les maisons. Il y a aussi de l'activité qu'on peut faire en lien avec les déplacements. Bon, là, nous sommes en visio, mais si j'avais dû me déplacer au CRES, même en train, avec voilà, le fait d'aller prendre le train, de bouger un petit peu, voilà, ça me met en mouvement. On essaie de voir également on considère également des déplacements dans tout ce qui est milieu professionnel. Alors, il y a certaines professions qui sont des professeurs qui sont tout le temps debout ou pas, etc. Donc, on a des mouvements, des déplacements dans le milieu professionnel. Et puis, par contre, là où on va pouvoir vraiment agir et augmenter et nos dépenses et nos mouvements, c'est dans tout ce qui va être loisir, dont le sport fait partie. Hein. Je rappelle que le sport, c'est vraiment une activité physique qui est réglementée par un code, hein, par une règle de jeu. Voilà. Mais il n'y a pas que le sport quand on veut bouger. Et pour vraiment, comment dire, arriver à ne pas prendre du poids, parce que je rappelle, là, suivant ça, quelle est la finalité de manger? Je ne mange pas pour grossir, à moins que voilà, il y ait d'autres dérèglements. Mais voilà une question, pourquoi je fume et pourquoi je mange? À quoi ça sert? Et comment je le fais? Juste une petite diapo sur la régulation de la prise alimentaire, parce que ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que ce serait facile. Bon, voilà, je sais ce qu'il me faut, même pour ma santé. Là, je suis allée voir la nutritionniste, elle m'a dit qu'il fallait manger comme ci, comme ça, etc. Même si il n'y a pas de privation, etc. Mais ce n'est pas simplement parce que je décide de manger d'une certaine façon que ça marche. Je pense que vous êtes d'accord. Alors, ça peut marcher on peut le remarquer, ça marche encore très bien chez les enfants, et pas tous hein, quand même. Mais c'est que, voilà, quand ils vous disent « j'ai plus faim », même si vous leur donnez ce qu'ils adorent habituellement, non, ils ne vont pas manger parce qu'ils n'ont plus faim. Le signal, vraiment, fonctionne très bien. Malheureusement, ce signal a été altéré et modifié vraiment tout au long de notre éducation et vie. Hein, voilà. Donc, on va voir comment fonctionne la prise alimentaire. Et donc, il y a souvent des stimuli sensoriels et c'est là où on revient aussi donc, dans le sevrage tabagique, on a vu que le goût, l'odorat se redévelopper. Et donc, ça va être des stimuli qui vont être peut-être un peu plus forts, qui vont nous dire ça a l'air bon, ou rien que de voir, de sentir. Voilà, on a envie de manger. Ensuite, il peut y avoir physiologie tout à fait normale, hein, les sensations, vous n'avez pas mangé, la faim peut se manifester par vraiment des signes digestifs, on a le creux dans le ventre, on bâille, hein, c'est le fait d'aller chercher de l'oxygène, voilà, des signes métaboliques, comme ça on se sent un petit peu en hypo aussi peut-être, qui nous disent attention, tu as faim, il faut que tu ailles manger quelque chose. Voilà, les dépenses énergétiques aussi hein, sont des sources de, comment dire, des indicateurs pour nous dire que nous avons faim. Puis il y a aussi l'individu.
Combien de fois on va manger qu'on n'a pas vraiment faim ou qu'on va manger parce qu'il faut manger, parce que c'est l'heure. Vous savez, des fois, c'est la même relation avec la cigarette. Ah, il faut que j'aille fumer. Ah oui, mais c'est l'heure là de la clope. Voilà. Très important de bien resituer aussi tout ça. Et donc, tout ça va, aboutir à la prise alimentaire. On pourrait dire que le repas, c'est une solution culturelle, puisque ça va être dépendre vraiment de vous, hein, de vos habitudes, de vos modes de vie, à une contrainte biologique. C'est-à-dire, ben oui, il faut manger quand même, parce que le corps a besoin d'énergie et de nutriments vraiment pour bien fonctionner. Et voilà comment on peut le schématiser. Donc, il y a toujours la sensation de faim ou pas. Beaucoup de personnes me disent on ne ressent pas ça. Et c'est vrai que fumer alors qu'on a faim, ça peut, inhiber la sensation de faim. Et c'est là, à partir de là, qu'on va faire des choix alimentaires selon une certaine durée. Certains arriveront à bien reconnaître le signal qui va dire stop. Et puis d'autres, hop, ne l'en sentent pas et quantitativement, on va manger au-delà de ses besoins. Et puis après, on va considérer aussi les intervalles. Combien de fois par jour je mange, hein, ou combien de voilà, et quel est le rythme qui va me convenir le mieux. Et je renforcerai tout ça pour prendre conscience aussi que la prise alimentaire ne se réduit pas simplement à la sensation de faim que j'ai. Comme on le dit, et le fait de manger et le choix que je fais n'est pas uniquement déterminé par ma sensation de faim et ce que j'ai, ce que j'ai à disposition. Effectivement, ça va, comme on l'a dit, dépendre énormément aussi de mon éducation, de l'information que j'ai aussi sur la composition d'un repas. Ça dépend aussi sur les habitudes familiales, sur mon entourage. Ça dépend aussi des circonstances des repas. Est-ce que quand je mange au self de l'hôpital, par exemple, ou bien si je vais déjeuner avec un amoureux, ou avec des amis, où je partage, le contexte va influencer, bien sûr, votre choix alimentaire. Le niveau de vie, bien sûr, le niveau économique. Peut-être que dans une priorité, l'important, ça n'est pas de savoir, le choix va être fait pas sur la composition de l'assiette, mais plutôt sur quoi choisir pour que ça me coûte le moins cher. Hein, ça, c'est important aussi à considérer. Et ça repose aussi, de façon beaucoup plus élargie, sur la politique aussi gouvernementale, quels sont les messages qu'on fait passer en santé publique, quelles sont aussi les aides, quelles sont les possibilités sociales, etc. Quelles sont la politique aussi agricole et de production qui a été mise en place dans le pays. Et si on va encore un peu plus loin, si vous voulez, en regardant par rapport à la commercialisation, aux produits qui sont à ma disposition, à la communication dans les médias, quels sont les messages qu'on entend, voilà, tout ça, et par rapport, bien évidemment, je ne voulais surtout pas l'oublier, tout ça va être aussi conditionné bien plus haut, si vous voulez, par notre changement climatique et donc la façon dont la Terre a de produire, etc. Donc tout ça, si vous voulez, va intervenir beaucoup sur cette prise alimentaire. Et nous, là, professionnels de ces sujets, voilà, on va tenir compte vraiment de tous ces facteurs. Alors, comment fonctionner justement pour préconiser une alimentation qui va aller, si vous voulez, vers la prévention de la prise de poids? Déjà, on va se centrer sur la personne et dans sa globalité. On ne va pas partir d'injonctions. Hein. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut enlever le gras. Non, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Mais là, par contre, on va considérer vous au moment présent, avec la cigarette ou pas la cigarette, des traitements médicaux ou pas, vos envies, vos questions, etc. Et voir sur quel levier on va pouvoir actionner pour améliorer et arriver à ce que l'on veut. Donc, ça va être un accompagnement qui est personnalisé. Alors, on va définir ensemble des objectifs, mais qu'il faut pas les voir trop grands ni trop petits, hein. Mais enfin, en tout cas, il faut qu'ils soient communs. Si moi, là, je me disais, j'aimerais que, il faudrait que vous voilà l'assiette idéale, peut-être que
il y a trop d'écart, si vous voulez, par rapport à cette mise en place. Et donc, on va trouver une assiette qui vous convienne à vous, avec une activité, vous voyez, qui vous convienne, bien sûr, à vous. Alors, pour cela, si vous voulez, alors comme vous l'avez compris, le calcul de calories, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, on va travailler peut-être sur ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. On va utiliser d'autres ressources comme la micronutrition, la chrononutrition, à quel moment manger, ce qu'on appelle aussi la psychonutrition, quoi mettre dans mon assiette pour que mes fonctions cognitives soient optimales. Il y a aussi de nombreux exercices, comme par exemple, quand on parlait de la faim, surtout en lien avec le sevrage tabagique, il y a justement des exercices très simples de réflexion sur le travail de la faim. J'ai arrêté de fumer, mais j'ai faim tout le temps. Eh bien, peut-être qu'on va essayer d'identifier qu'est-ce que c'est cette faim. Est-ce que c'est vraiment la faim physiologique du ventre? Est-ce que c'est la faim de la tête? Est-ce que vous y pensez? Et que vous pensez que c'est le moyen qui va apaiser justement ce besoin qui s'exprime? Est-ce que c'est plutôt la faim du cœur, c'est-à-dire voilà, ou du plaisir qui, ouais, rien que d'y penser, ça me donne, vous voyez, c'est vraiment au niveau du plaisir que ça va agir. Voilà. Ensuite, pareil, quand on voit que la prise alimentaire ou le choix alimentaire dépasse ses fonctions, on n'est plus à sa place, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui mangez, mais que souvent ce sont les aliments qui vont vous manger, eh bien, il sera important déjà de se concentrer sur soi et de voir comment on peut les remettre à leur place. Notamment avec la gestion des émotions, comme avec des exercices de relaxation, des exercices de sophrologie, des exercices en tout cas des apprentissages pour vous permettre, pour être plus en alignement avec soi-même. Et puis après, il y a aussi des techniques vraiment qui fonctionnent très bien aussi, hein, c'est tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale. C'est-à-dire que, voilà, on va essayer d'identifier certains cercles vicieux qui sont mis en place. Par exemple, donner des petites missions quand on remarque que, en fait, quand on dit tout simplement j'ai envie d'arrêter de fumer, mais j'ai peur de grossir. Voilà, est-ce que cette pensée est vraiment fondée? Sur quoi est-elle fondée? Est-ce que c'est plutôt la peur ou le poids? Et on va voir qu'est-ce qu'il en serait, comment on pourrait organiser son schéma de pensée pour ensuite agir et mettre en place différemment. Après, il y a toutes les questions aussi de comme on l'a dit précédemment, de quoi j'ai vraiment envie? Arrêter de fumer, voilà, m'occuper de moi, me mettre, voilà, en fait, tout ce que, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je vise, en fait. Surtout, et comment donc le sevrage tabagique et le poids peuvent aussi participer à tout ça. Et ensuite, on n'oubliera jamais d'intégrer et d'insérer le mouvement. Le mouvement sous forme d'activité physique, de posture adaptée, et parce que ça va être vraiment le pilier, si vous voulez, indispensable pour bouger et faire bouger tous ces rythmes-là. C'est vrai que Santé publique France nous a publié de nombreux repères. Je pense que je peux parler un petit peu d'alimentation juste là, hein, c'est-à-dire comment faire en pratique. Et là, je vous propose, alors pas de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais par contre d'essayer de revoir un petit peu les repères nationaux et déjà de les comprendre et de voir comment ils sont intéressants justement pour prévenir cette petite prise pondérale, mais en tout cas pour réussir, je dirais, un bon sevrage tabagique. Déjà, oui, il faut des fruits et des légumes. Alors, on dit 5 portions par jour. Souvent, on me dit, oui, mais là, moi, j'ai mangé dans ma soupe, il y a déjà 10 légumes, donc c'est bon. J'en ai bu un bol, c'est bon. Non, hein, on parle vraiment de portions, hein, c'est-à-dire qu'un bol de soupe, même s'il y a 10 légumes dedans, ça me fait un légume.
Voilà. Et donc, c'est vrai que surtout, je le répète, en cas de sevrage tabagique, vraiment insister sur les agrumes, par exemple, qui sont très riches en vitamine C. Orange, en plus, c'est la saison. Orange, clémentine, des pamplemousses. Voilà. C'est important d'avoir au moins 1 à 2 fruits par jour. Important vraiment de varier, de vous faire plaisir, d'aller vers des couleurs. Le tabac, ça rend blanc, c'est fade, la peau est moins colorée. Donc, remettez des couleurs dans vos assiettes grâce à tous les fruits, les légumes. Alors, c'est vrai que souvent, les vitamines sont dans les peaux des fruits et des légumes. Des fois, on ne les mange pas, hein, je pense à la banane, par exemple. Mais après, il est important aussi de les laver, de faire le bon choix dans ce que vous achetez. Ensuite, on a parlé beaucoup des fruits à coque, hein, tout ce qui est noix, noisettes. Et dans nos recommandations, aujourd'hui, on nous demande de manger une petite poignée. Alors, une petite poignée, pourquoi? Parce que ça va nous apporter des bonnes graisses, hein, ce qu'on appelle des oméga 3, qui sont des acides gras qui font partie donc c'est l'unité de nos graisses, en fait, végétales, et qui vont stimuler, qui vont venir pour nourrir vraiment le cerveau, la peau, qui a quand même été un petit peu abîmée aussi par le tabac, par la fumée. Voilà, donc ils sont riches, vous voyez, en toutes ces vitamines A, D, E, K, et on préconise voilà, une petite poignée, mais attention de ne pas manger, de ne pas remplacer ou de ne pas trop consommer d'aliments qu'on appelle ultra transformés, c'est-à-dire qu'on subit plusieurs modifications pour après prendre une place dans notre assiette ou dans notre alimentation et qui en fait sont que des produits chimiques et dépourvus de tous ces éléments indispensable. La viande, parce que bien souvent, si vous voulez, il y a une association de consommateurs avec la cigarette, voilà, les viandes, vous voyez, les charcuteries, etc. Alors, les recommandations françaises nous disent de manger de 500 grammes de viande par semaine. Et c'est de la viande, quand on dit 500 grammes de viande, c'est toutes les viandes rouges, c'est-à-dire le bœuf, le porc, le veau, même si c'est rose, hein, tout ça, ça n'est pas une question de couleur. Toutes nos viandes, sauf la volaille. 500 grammes par semaine, c'est vrai que c'est un petit peu moins certainement que les consommations spontanées de certains. Alors pourquoi? Parce que bon, c'est en lien aussi avec la préservation de la planète, mais aussi par rapport par rapport au sevrage tabagique, la viande, voilà, ça stimule, c'est un stimulant, la viande rouge, surtout le soir. Donc voilà, on préconise vraiment de diminuer à des quantités normales pour répondre à vos besoins. Voilà. Et les charcuteries, donc, comme je vous dis, il ne faut pas s'interdire les choses. Il faut simplement peut-être réguler et voir quelle place vous donnez à certains aliments, parce que certains aliments, donc comme une trop grosse consommation de viande et de charcuterie et de fromage, et va favoriser, si vous voulez, comment dire, certes une prise de poids, mais une consommation, un état d'excitation, entre guillemets, de stimulation qui est un petit peu délétère, quoi. Voilà. D'autant plus qu'on sait aussi que consommer trop de viande rouge va être associé à un risque du cancer du côlon. Voilà, donc, et par rapport à la charcuterie, on préconise, vous voyez, 150 grammes de charcuterie, donc cuite, hein, ces formes de saucisses, etc., par semaine. Il faut poursuivre vraiment à aiguiller les papilles. Alors, ensuite, les légumineuses. Qu'est-ce que c'est? De plus en plus aujourd'hui dans nos recommandations, et ça dans le cadre d'un sevrage tabagique, je pense que c'est une très bonne alternative à tout ce qui est autres protéines. Alors d'une part, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va essayer aussi, dans le cadre d'un sevrage tabagique, on va essayer de trouver aussi des nouvelles préparations, puisqu'on va éviter de se retrouver dans les mêmes contextes, les mêmes habitudes auxquelles on a peut-être associé une prise de cigarette. Voyez. Donc là, les légumineuses aujourd'hui qui arrivent, qui sont proposées, nous permettent vraiment de varier, de trouver des nouvelles associations, des nouvelles couleurs. Et en plus, ça apporte plein de vitamines du groupe B, des protéines végétales. Et donc, ça peut être très intéressant à découvrir ou à redécouvrir, mais en tout cas à bien intégrer dans vos habitudes alimentaires.
voilà, association avec, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de savoir les associer entre elles et voilà, pour qu'elles aient leur rôle vraiment bénéfique. Alors ensuite, les poissons, juste une petite parenthèse, lequel choisir? Alors j'avais mis un petit peu des réponses à choix multiples, c'est une question à choix multiples, pardon. Est-ce que c'est du poisson pané, du saumon frais, du saumon fumé, du poisson frais, du thon en bois, des fritures de poisson, tout ce que vous voulez? Ou alors, est-ce que c'est tous les jours, puisqu'on nous dit que c'est tellement bon pour la santé? Bien non, hein, vraiment, les recommandations nous disent bien, pas plus de 2 fois par semaine, ou un peu plus quand on est enceinte, etc. Mais euh, pas plus. Pourquoi? Parce que ben, voilà, nos océans, comme vous le savez, sont un petit peu chargés en métaux, et on sait que ces métaux se retrouvent dans les graisses de nos poissons gras, comme le saumon, le thon, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va préconiser pas plus de 2 fois par semaine de poisson. Et moi, je vous invite vraiment à penser aux sardines, voyez, aux maquereaux, aux foies de morue, etc. Toujours pareil, pour cet apport en oméga 3, en bonne graisse, hein, qui est un petit peu oublié et qui est souvent manquant dans les alimentations de base. Donc, important vraiment de diversifier. Alors, voilà. Et on demande vraiment d'aller, comme je vous le disais, ça, vous voyez, je l'ai mis vraiment en jaune. Il est important dans tout sevrage, dans tout changement d'habitude, en fait, quand on veut aussi refaire un petit point sur le contenu de son assiette, de bien vérifier, enfin, de bien voir qu'on a de l'huile d'olive, parce que nous, on est dans le bassin méditerranéen, et que vous allez optimiser avec l'ajout de colza, l'huile de colza, qui est bien équilibré en acides gras essentiels oméga 3. Et le mélange, à raison de 3/4 d'huile d'olive et 1/4 d'huile de colza, permet d'optimiser, si vous voulez, la présence et la répartition, on va dire, de tous les acides gras. Voilà, donc que vous pourrez utiliser dans vos assiettes, par exemple. Ce qui est important aussi à préciser, j'ai oublié de le dire, par exemple, dans certaines charcuteries, les biscuits, certains produits lactés sucrés, tout ça, ce sont vraiment des leurres qui sont très, très riches en produits sucrés. N'oublions pas que le jambon blanc, par exemple, qui est rose, trop rose d'ailleurs quand il est sous vide, et surtout celui qui est braisé, vous savez, autour, là, c'est du caramel en fait. Donc, attention à tous ces sucres qui ne sont pas sous forme sucrée. Ensuite, par rapport au lait et aux produits laitiers, alors tout dépend quelle place, bien évidemment, a cette famille d'aliments dans votre consommation. Il ne faut pas se forcer à prendre du lait ou du fromage hein, si on n'aime pas ça ou si on est intolérant. Mais voilà, dans nos recommandations, on a dit 2 produits laitiers par jour, par exemple. Et si possible, voilà, des produits locaux, des produits, alors, bio français, mais sinon, ça peut être aussi des produits surgelés, hein, des produits surgelés voilà, qui n'ont pas déjà été préparés. Voilà, nos recommandations vraiment demandent d'aller vers ça. Et ça correspond tout à fait, si vous voulez, à la démarche d'accompagnement nutritionnel, même en cas de sevrage tabagique. Voilà, ça c'était le versus alimentation. Et comme je vous disais, elle est indissociable, notre assiette, au rôle de l'activité physique que j'ai défini ultérieurement. Mais je vous le répète, hein, quand on parle de vous mettre en mouvement, de se mettre en mouvement, ce n'est pas du sport intense, c'est peut-être simplement penser à aller chercher le pain à pied peut-être, ou je sais pas, la banane à pied, enfin, etc. D'utiliser vos déplacements, d'optimiser vos déplacements, on le dit, de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, etc. Donc de bouger au quotidien et on arrive comme ça à un bon score. Voilà. Alors, voilà, je réinsiste, hein, c'est que donc intégrer l'activité physique au sevrage tabagique est vraiment pour moi la priorité, hein, pour éviter vraiment de se retrouver dans une situation où la sédentarité plombe vraiment en tout cas le quotidien. Bouger, et surtout dans le cadre d'une envie d'arrêter de fumer. Et ce que je voulais vraiment rajouter, c'est de savoir intégrer, voyez, l'activité, le mouvement, c'est au quotidien.
quelqu'un qui, par exemple, est assez inactif ou plutôt sédentaire toute la semaine et qui fait 2 heures de tennis le week-end, reste quelqu'un de sédentaire. Il est important d'intégrer au quotidien ces petits mouvements. Alors, vous voyez, dans un accompagnement au sevrage, et bien évidemment, on va, ça c'est ma casquette aussi de sportive et d'active, et aussi d'études que j'ai fait au STAPS à la fac de sport, de Nice aussi, et bien de savoir utiliser le corps, le mouvement pour, comment dire, comme levier dans le changement et surtout dans le cadre d'un sevrage tabagique. Je complétais simplement avec l'alimentation, l'activité, mais aussi, si vous voulez, tout ce qui va être émotionnel. Important de l'intégrer puisqu'on est fait de ça. Et puis, voilà, comme je vous disais, travailler sur la faim et associer aussi des techniques de respiration, de relaxation pour s'il y a des envies ou même si les émotions sont un peu plus sont importantes. Considérer aussi le rythme veille-sommeil qui est vraiment prépondérant aussi dans l'équilibre du métabolisme dont on a parlé au tout début de cette intervention. Voilà, ça c'était comment dire, si la cigarette a une fonction d'apaisante contre le stress, et bien voilà, on va essayer de travailler des techniques orientées vers des professionnels de santé pour faire intégrer d'autres techniques pour apaiser donc ce stress. Voilà, et voilà, je finissais simplement par cette baguette magique, de savoir, ben voilà, là, aujourd'hui et maintenant, si vous avez une baguette magique, justement, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez réaliser, par exemple. C'est une piste, en tout cas, de travail. En conclusion, c'est important de faire le bon choix, de renforcer la confiance que vous avez en vous et en choix que vous faites, d'être congruent, c'est-à-dire d'être en alignement avec ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous ressentez. De même, de travailler la bienveillance avec soi-même, parce que arrêter de fumer, c'est une décision importante. Et voyez que la prise de poids, si c'est le frein, parce qu'en tout cas, c'est pour 70% des personnes, c'est vraiment le frein pour arrêter, ben, voyez qu'elle n'est absolument pas automatique, elle n'est pas irréversible, on peut tout à fait l'intégrer, il y a même des personnes qui perdent du poids au sevrage, et puis surtout qu'elle n'est pas dangereuse, comme le tabac. Mais pour cela, il est important d'avoir vraiment un accompagnement adapté. Et en conclusion, je vous disais simplement qu'il y en a vous n'êtes pas seul et qu'il y en a plein qui sont déjà arrivés. En illustrant avec notre cher Lucky Luke, qui était représenté pendant des années avec sa cigarette et qui aujourd'hui a sa petite brindille. Et voyez, par rapport à sa prise de poids, on ne la remarque pas si elle a eu lieu. Voilà, je vais du coup m'arrêter là. Donc, je veux bien répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Oui, alors c'est quelque chose qui préoccupe tout le temps les gens. Mais de toute façon, j'allais dire, le poids, c'est toujours préoccupant, je trouve. Ça revient en tout cas. Et on le remet un petit peu dans toutes les… En tout cas, il est remis dans toutes les thématiques. Puisque c'est de toute façon un indicateur, quand même un indicateur mesurable, donc qui permet d'avoir qui permet de voir une évolution, des références. Voilà, donc voilà, c'est une matière. Après, par rapport aux accompagnements, dans la mesure, je pense que ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait une participation active de la personne qui vient consulter ou qui vient se faire accompagner. Je ne suis pas toute seule, par exemple. On ne peut pas être, l'équipe, on ne peut pas le faire tout seul. Puisqu'on sait très bien que tout ce qui va être injonction, et puis injonction dans le sens où si on veut transmettre des messages, on transmet souvent les messages qui nous semblent être bons pour l'autre, mais ce n'est pas forcément les messages que l'autre pense être bons pour lui. Et donc, c'est là où il faut absolument s'accorder, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique en tout cas. Il faut vraiment, pour qu'un accompagnement soit réussi et bénéfique, qu'il y ait cette entente dès le départ.
Ensuite, en fonction surtout de la personnalité de la personne, de son fonctionnement, en fait, c'est ça, hein, puisqu'on a tous une façon de fonctionner, de réagir, eh bien, on va trouver alors les stratégies, c'est un mot, en tout cas, les voies qui vont permettre d'atteindre justement ce qui va être visé par la personne, par sa demande, en fait. Dans la mesure où, bien sûr, la demande, elle correspond à nos valeurs et à nos critères aussi de santé. Hein. C'est en addicto, par exemple. D'ailleurs, les recommandations ont bien changé, heureusement. Voilà, on ne va pas imposer, si vous voulez, un sevrage, un arrêt définitif, même quel que soit le produit. C'est vraiment, ça va être la personne dépendante, bien évidemment, dans la mesure où il n'y a pas mise en danger, hein, parce que sinon on ne peut pas accompagner. Hein, ça, c'est voilà, où la personne est en sécurité. Mais voilà, c'est aussi accepter d'aller pas à pas, hein, c'est-à-dire à chacun son rythme. Voilà, ça aussi c'est important, cette notion temporelle. Oui, c'est vrai que parfois il faut être, comment dire, rester très humble, c'est-à-dire que même en tant que soignant accompagnant, en fait, c'est simplement se dire, il faut que j'accepte moi aussi de simplement pouvoir donner l'envie d'essayer d'arrêter de fumer, par exemple, vous voyez, et pas de dire je vais l'aider puis il arrêtera de fumer. Voilà, c'est nous aussi en tant qu'accompagnants et soignants, en fait, ce travail-là, il est très important à réaliser sur soi-même. Alors, je forme beaucoup aussi à l'éducation thérapeutique et aux participants. J'ai toujours un temps où je les fais réfléchir justement sur quelle est ma posture en fait et quels sont mes freins, mes limites, voilà, mes difficultés, mais aussi ma façon d'être avec l'autre en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai été